Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Kibondoué et à Kabindoula dans la ville d'Ouvira. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 décembre. Au sommaire de cette édition, l'occupation d'Ouvira par les forces rwandaises a fini par démontrer, si besoin en était encore, l'engagement du gouvernement américain dans la mise en application des accords de paix de Washington. L'AFC M23 a été rappelé par le maître à Kigali qu'il faut vider les lieux et très vite. Prétendument menacée et maltraitée, la communauté Banyamulenge dénonce Paul Kagame qui dit vouloir la protéger par son agression de la République démocratique du Congo. Par un point de presse, ces Congolais battent en brèche l'argumentaire développé par Kigali à leur sujet. Le vandalisme se porte bien sur les câbles SNEL. Les monopolaires en cuivre ont été sectionnés à Massina. C'est les Kimbanseke, des quartiers entiers plongés dans le noir alors qu'on s'approche des festivités de fin d'année. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La réforme de l'administration publique rentre dans une phase décisive à l'ouverture de la première édition des conférences annuelles du service public. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la modernisation de la fonction publique au cœur de la transformation de la gouvernance nationale. Des travaux organisés par la vice-primature en charge de la fonction publique en partenariat avec l'École nationale de l'administration au centre culturel de Kinshasa pour jeter les bases d'un service public plus efficace, innovant et au service du citoyen. Blandine Zovo, Kazo Kazadi et David Makndou. La réforme et la modernisation de l'administration publique et des services publics est un processus qui accompagne le gouvernement dans la création des mécanismes de gestion permettant aux institutions de fonctionner de manière optimale dans une logique d'amélioration continue de leurs prestations. C'est dans ce contexte que la vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à travers l'ENA, École nationale d'administration, organise la première édition des conférences annuelles du service public. Un rendez-vous national de haut niveau qui s'étale sur 2 jours avec comme thème principal bâtir des services publics des progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. Pour le vice-premier ministre, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public Jean-Pierre Liaou, cette initiative permettra au pays de se doter d'une véritable base de données nationale consacrée aux bonnes pratiques et aux innovations dans la gestion publique, conformément au 6e pilier du 2e quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fidèle à sa vision sur des réformes engagées du service public depuis son avènement au pouvoir, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué l'initiative et pense que les conférences annuelles du service public est une innovation majeure. Dans sa mission de promouvoir l'intégrité et la bonne gouvernance, de renforcer une culture d'excellence et de méritocratie dans le service public, le directeur général de l'ENA, École nationale d'administration, a vivement salué la vision du président de la République consistant à insuffler un vent d'excellence et de qualité au sein de l'administration publique congolaise. Dans cet élan de mutation vers l'excellence, le gouvernement, par l'entremise de la vice-primature en charge de la fonction publique, annonce dès l'année prochaine l'instauration du prix du service public dans plusieurs catégories afin de récompenser les performances exemplaires et de stimuler l'innovation administrative. Retrait des troupes rwandaises et de la coalition AFC M23 d'Ouvira. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, s'exprime à ce sujet. La pression devra continuer sur le Rwanda, le géniteur du M23, et ce retrait devrait se poursuivre dans toutes les zones occupées dans le cadre du processus de Doha et de l'accord de paix de Washington. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement au micro de Joseph Oscar Balkaïch. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire
ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. La pression diplomatique porte ses fruits. Des voix s'élèvent en République démocratique du Congo comme à l'international pour saluer la pression diplomatique exercée sur les troupes rwandaises ayant occupé la ville d'Uvira, Goma, Bukavu et autres. Des élus européens et les responsables politiques congolais se sont exprimés au micro de Cédric Kenina. Alors, monsieur, vous savez, c'est toujours les femmes et les enfants qui sont en train de payer le prix lourd, et vous l'avez reconnu. Le viol est utilisé comme arme de guerre en RDC, et vous l'avez reconnu. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est pour dépeupler les villages, pour les repeupler avec d'autres populations, continuer à piller sans justice. Uvira, c'est la deuxième entrée du plus grand lac d'Afrique, le Tanganyika. Et vous savez, les rebelles veulent traverser le Tanganyika pour aller jusqu'au Lualaba afin de pouvoir également s'emparer des minerais parce que c'est une région qui est riche. Ensuite, ils veulent aller au Katanga et on connaît la suite. Donc, moi, je vous encourage, monsieur le ministre, on doit passer aux actes. Vous avez exhorté, mais maintenant, il faut des sanctions. Il y a beaucoup de conflits oubliés comme celui du Congo, du Soudan, du Cambodge, de l'Afghanistan. Mais ces conflits continuent à broyer des vies. Nous n'allons qu'applaudir cette décision-là, parce que, vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un visionnaire. Donc, un visionnaire, lorsqu'il fait des choses au début, vous allez les comprendre mal. Mais lorsque vous allez voir des retombées, c'est alors que les gens doivent revenir à la raison. Vous savez, on pouvait même attaquer les M23, et les M23 ne pouvaient pas entrer au niveau de Uvira. Mais on les a laissés entrer pour que nous puissions avoir raison. Et cette raison-là vient de nous donner une victoire sur les plans diplomatiques. Donc je ne ferai que me féliciter les chefs de l'État qui travaillent déjà au niveau diplomatique. La communauté Banyamulenge prend ses distances. Elle rejette catégoriquement les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame devant le Parlement de son pays sur la prétendue protection des Banyamulenge en République démocratique du Congo. Une mise au point claire exprimée en marge de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU du 12 décembre dernier consacrée à la situation en République démocratique du Congo. Paulette Lomba et Guilain Kassou.
Les membres de la communauté Banyamulenge du Sud Kivu, opposés à l'agression rwandaise, rejettent avec fermeté les récentes déclarations du président Paul Kagame au Parlement rwandais, celles de son ministre des Affaires étrangères et du représentant du Rwanda à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le vendredi 12 décembre 2025 sur la RDC au sujet des Banyamulenge. Ces déclarations veulent faire croire au monde que le Rwanda intervient à Uvira, qui est notre ville natale, pour venir protéger notre communauté. Alors que ces véritables objectifs sont connus de tous, l'expansion territoriale et l'exploitation illégale des minéraux. Les faits et les événements suivants contredisent totalement les discours de campagne médiatique et diplomatique du Rwanda. Nous vous épargnons les détails des souffrances qu'a enduré notre communauté durant les 30 années de guerre impitoyable que le Rwanda a menées contre notre pays en notre nom. 1. Le déracinement. 2. Des attaques meurtrières contre les Banyamulenge. 3. Le raid Tabara soutenu par Kigali. 4. Des massacres des réfugiés Banyamulenge et Tutsis du Nord Kivu à l'ouest du Rwanda. C'est donc à l'unanimité que le Banyamulenge du Sud Kivu exhorte toute la communauté internationale, notamment les conseils de sécurité des Nations Unies, à faire pression sur le Rwanda pour le respect des engagements pris dans le cadre de la résolution 2773 dans son intégralité. Et face à l'occupation d'Uvira par l'armée rwandaise, Kinshasa attendait des signaux forts de ses partenaires. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. La diplomate a rappelé la nécessité du respect strict des engagements issus des accords de Washington et a encouragé un retour rapide à la table des négociations. Boubouanan Mokundi et Arnold Kenina. La présence des troupes rwandaises à Uvira est réelle. Le non-respect de l'accord de paix de Washington frise de l'hypocrisie du Rwanda au lendemain de la signature des accords de paix sous la médiation de l'administration Trump, acte considéré par les États-Unis comme une moquerie aux efforts menant vers la paix. À l'immeuble du territorial, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani, a reçu en audience l'ambassadrice des USA, Lucie Tamlin, en toile de fond les attentes de Kinshasa sur cet accord. Au sortir de la séance de travail, la diplomate américaine interpelle sur les raisons de veiller à la stricte application de l'accord. Elle a aussi insisté sur le respect effectif des engagements. Les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisis de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme les violations de l'accord qu'ils viennent de signer. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociations qui ont été installés et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. En définitive, Lucie Tamlin a encouragé les efforts du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani, visant à améliorer la gouvernance sécuritaire du pays avec les conseils locaux de sécurité en cours d'installation à travers le pays. Et ce communiqué officiel, il se constate en cette période un regain de propagation de faux bruits en rapport avec la guerre nous imposée de l'intérieur et de l'extérieur par les ennemis de la République démocratique du Congo, CERAGO, véhiculés à travers les réseaux sociaux et autres médias distillent des fausses informations de nature à décourager les forces loyalistes qui combattent aux divers fronts pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Le procureur général près la Cour de cassation met en garde les auteurs, co-auteurs et les complices de ces faits et demande à tous les officiers de police judiciaire et du ministère public de les rechercher activement afin qu'ils répondent devant les instances judiciaires. Les dossiers qui seront ouverts seront traités avec la plus grande célérité. Le mot de flagrance sera
privilégié. Fait à Kinshasa le 16 décembre 2025, Firmin Mvondemambou, procureur général près la Cour de cassation. Tout à fait autre chose à présent. Clôture solennelle de la session parlementaire de septembre sous le sceau de l'unité nationale. Face à l'insécurité persistante dans l'Est, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a lancé un appel fort à la solidarité avec les populations touchées, au soutien au FRDC et à l'intensification des efforts diplomatiques. Anim Balaka, Hermé Bangando et Patrick Badibanga. Un mois après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara présente un premier bilan marqué par la stabilité institutionnelle, une production législative soutenue et une diplomatie parlementaire active à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de septembre 2025. Face à l'insécurité persistante, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la solidarité de l'institution avec les populations affectées tout en appelant à l'unité nationale et au soutien au FARDC et au Wazalendo. La situation qui prévaut à l'Est exige de nous tous, bien au-delà de nos clivages politiques, un sens aigu de responsabilité et d'unité. Je lance du haut de cette tribune de la souveraineté nationale un appel solennel. L'heure est à l'unité nationale. Face à l'agression et aux tentatives de déstabilisation, notre meilleure arme est la cohésion nationale. C'est ici le lieu d'encourager nos vaillants éléments des FARDC ainsi que les Wazalendo qui défendent la patrie au prix de leur sang. Aucune adversité, aussi grave soit-elle, ne saurait ébranler la volonté d'un peuple debout et attaché à sa souveraineté. Que nos institutions demeurent solides et que notre engagement à la paix reste indéfectible. Aussi, comme nous l'a rappelé le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation, le lundi 8 décembre dernier, je cite, « Les ténèbres ne régneront pas éternellement sur notre pays ». Fin des citations. C'est ainsi que nous encourageons les efforts multiples et multiformes qu'il déploie pour le retour à une paix juste, durable et sans concession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans sa partie Est, meurtrie par tant d'années de souffrance. Avant son discours, la plénière a notamment validé le mandat d'un député suppléant et adopté plusieurs rapports issus des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat. Veut criminaliser l'écocide. Le sénateur Cédric Nguindou Bidoya propose l'inscription du crime environnemental dans le code pénal congolais afin de punir la destruction délibérée des écosystèmes, une initiative forte en faveur de la préservation du patrimoine naturel de la République démocratique du Congo, acteur clé face au changement climatique. Anim Balaka. L'honorable sénateur Cédric Nguindou Bidoya a déposé au Sénat ce lundi 15 décembre une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, elle-même modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Cette initiative législative vise à introduire la notion infractionnelle de l'écocide dans le code pénal congolais, érigeant ainsi la destruction grave et intentionnelle de l'environnement en crime passible des poursuites pénales. Pour le sénateur Nguindou Bidoya, il est donc impératif que la RDC se dote d'un arsenal juridique dissuasif afin de protéger ses écosystèmes contre toute destruction délibérée. La République démocratique du Congo a voulu ériger en crime le crime d'écocide au niveau international au même titre que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'ai voulu personnellement saisir la balle au bond pour en faire une infraction au code pénal, d'autant plus que nous sommes un pays solution, un pays avec une biodiversité exceptionnelle, unique, avec des ressources naturelles qui permettent à ce que la planète tout entière puisse bénéficier de nos services environnementaux et se réguler. À travers cette proposition de loi, l'élu entend permettre aux magistrats congolais de poursuivre avec rigueur et efficacité les auteurs d'actes d'écocide afin de préserver les ressources naturelles, la vie sociale des communautés et le rôle stratégique de la RDC dans la transition écologique mondiale. Cette initiative marque ainsi une étape majeure dans la protection juridique de l'environnement en République démocratique du Congo.
Parlons de ce tournant historique pour la gestion du sol en République démocratique du Congo. Après plus d'un demi-siècle sous l'ancienne loi de 1973, l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la nouvelle loi foncière, un texte modernisé visant à sécuriser les droits fonciers et immobiliers porté par la ministre des Affaires foncières, Onege Nsele. Cette réforme stratégique s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une gouvernance foncière plus équitable et plus transparente. Regardez. Aucun amendement n'étant signalé, nous pouvons nous prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? 52 ans après la promulgation de la loi foncière de 1973, la République démocratique du Congo se dote d'un nouveau cadre juridique. L'Assemblée nationale a adopté dimanche 14 décembre 2025 la loi portant réforme foncière, modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 relative au régime général des biens, au régime foncier immobilier ainsi qu'aux sûretés. Le texte porté par son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Onege Nsele, a ainsi franchi l'ultime étape parlementaire. Cette adoption intervient après un parcours institutionnel complet. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de loi avait été approuvé lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2025, présidé par la Première ministre. Il avait ensuite été déclaré recevable au Sénat le 28 novembre avant d'être adopté par la Chambre haute le 10 décembre à l'issue d'un examen en commission et d'un brillant exposé de la ministre des Affaires foncières devant les honorables sénateurs. À l'Assemblée nationale, le texte a été examiné au sein d'une commission mixte associant les volets politiques, administratifs, juridiques et de l'aménagement du territoire. Pour la ministre des Affaires foncières, cette réforme répond à l'obsolescence d'un dispositif légal devenu inadapté aux mutations économiques, sociales et urbaines du pays. Le texte ouvre désormais la voie à sa promulgation et à la mise en œuvre de ces mesures d'application attendues pour traduire sur le terrain l'ambition affichée des modernisations et des sécurisations du foncier congolais. La Société nationale d'électricité SNEL tire la sonnette d'alarme après une nouvelle vague de sabotage. Des câbles monopolaires contenant du cuivre ont été volés ou sectionnés dans les communes de Massina, Kimbanteke et Nsele, plongeant plusieurs quartiers dans le noir. Un acte de vandalisme de trop condamné fermement par la SNEL. Yvette Makuntima et Dichalé Fiston Wavingana. Vol des câbles électriques dans la partie est de Kinshasa, la SNEL SA alerte la population en colère. C'est un fléau qui prend de l'ampleur. Le vol des câbles monopolaires en cuivre frappe de plein fouet plusieurs quartiers à l'est de Kinshasa, provoquant de longues coupures d'électricité. Dans toutes les 3 cabines que nous venons de visiter, il revient aux inciviques qui entrent pour sectionner les câbles monopolaires de la sortie du transformateur jusqu'au tableau général basse tension. À Kingasani, Mikondo, dans la commune de Kimbanteke, la cabine Domingos a été ciblée. Même scénario à Bibwa, commune de Lantélé, où la cabine Tela a été vandalisée. Cadenas forcés, câbles arrachés, la population est consternée. À Massina 2, quartier Petro-Congo, une partie du vol a pu être empêchée grâce à la vigilance des habitants. Face à cette recrudescence d'actes de vandalisme, la SNEL SA tire la sonnette d'alarme. Bob Mbombolona, son chargé de communication, appelle à une collaboration étroite entre la SNEL, les forces de l'ordre et la population pour mettre fin à ces sabotages qui compromettent l'accès à l'énergie électrique. C'est ici l'occasion pour nous de demander au ministre de l'Intérieur de faire en sorte que les équipements de la SNEL soient aussi sécurisés pour que la SNEL serve la population. Mais nous attirons l'attention de la population sur le fait qu'ils ne peuvent pas se faire complices de ces inciviques. La lutte contre ces vols devient une urgence collective. Vers une réforme structurelle de l'administration foncière en RDC, la ministre Onege Nsele a lancé lundi dernier à Silkin Village les travaux de l'atelier de validation du nouveau cadre organique du secteur. Les détails avec Cédric Nina. Vers une réforme en profondeur de l'administration foncière en République démocratique du Congo.
Silicon Village a accueilli l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du cadre et des structures organiques de l'administration des affaires foncières sous la houlette de la ministre des Affaires foncières Onège Ntsele. L'objectif, moderniser, structurer et professionnaliser ces secteurs longtemps marqués par l'opacité. Ceci dit, ces experts, cadres et techniciens vont plancher sur un manuel de procédures et un nouvel organigramme clair, complet et adapté aux enjeux actuels. En ce moment précieux, où Son Excellence Madame la ministre des Affaires foncières, Onège Ntsele, par son management éclairé, vient de faire aboutir une des grandes réformes attendues, à savoir le projet de loi de modification. Cet atelier marque la deuxième phase d'une réforme ambitieuse après avoir fait adopter une nouvelle loi foncière modernisée. La ministre de tutelle entend doter les pays d'une administration foncière compétitive au service des citoyens et respectueuse des droits des peuples autochtones. J'exhorte l'ensemble des intervenants à aborder cet exercice avec méthode, rigueur et sans s'élever de responsabilité, en rendant compte et en tenant compte non seulement des réalités actuelles, mais aussi des défis futurs auxquels notre ministère devra faire face. Il s'agit ici d'une réforme de fond pour que la terre ne soit plus une source de conflits, mais un levier de développement. De la promesse à l'action, la fondation Lona, portée par la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi, a concrétisé son engagement en lançant un concours d'octroi de 300 bourses à l'ISAM. Edith Chala Charmanlelo. Yes, madame. Depuis l'annonce de cette initiative, les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers ont attendu ce moment avec impatience. Après des semaines de préparation et d'espoir, ils ont passé dimanche le test de sélection pour la bourse spéciale offerte par la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi. Organisé par la fondation Lona, le concours s'est déroulé en présence des responsables de la fondation et de l'ISAM, garantissant transparence et rigueur dans le processus. À l'issue de cette sélection, 300 bourses seront attribuées, principalement aux étudiants de première année, ainsi qu'aux étudiants sourds-muets ayant atteint un score d'au moins 70%. Elle a tenu promesse et elle vient organiser, n'est-ce pas, avec sa fondation, le concours pouvant vous permettre d'avoir une bourse d'études. Alors, c'est une occasion, c'est une opportunité pour vous, n'est-ce pas, de vous donner pour pouvoir obtenir cette bourse. Je vous invite, mes très chers amis, à travailler de telle sorte que lorsque la Fondation va publier les résultats, que les amis qui sont ici, n'est-ce pas, s'y retrouvent. Pour ces jeunes, cette bourse représente bien plus qu'un soutien financier. C'est une véritable opportunité de poursuivre leurs études dans les métiers de la mode, de la couture et du stylisme, sans avoir à se soucier des frais de formation. Le test a été plutôt simple pour moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais je me suis bien débrouillée. Je pense que je pourrais réussir. Parmi les questions qu'on a posées, il y avait une qui disait « Qui est celui qui a prononcé la phrase « I have a dream ?» Et c'est Martin Luther King. Elle a eu de la considération pour nous d'abord, mais aussi elle a voulu nous aider d'une certaine manière parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de payer dans les délais les frais académiques. Donc elle a fait ça pour essayer d'aider un peu les parents. À travers cette initiative, la distinguée première dame Denise Nyakirou Tshisekedi réaffirme son engagement envers l'éducation, l'excellence et l'inclusion, faisant de la Fondation Lona un véritable levier pour le développement de la jeunesse congolaise. Améliorer la qualité de soins dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est l'objectif de la revue annuelle du programme de gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a procédé à l'ouverture officielle des travaux réunissant partenaires, acteurs du secteur à Kinshasa. Robert Ndaï, GCC.
Cette revue annuelle vise à évaluer l'impact du programme sur la santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a participé à la présentation de cette revue qui a permis de brosser un tableau des avancées réalisées grâce à ces programmes ambitieux. J'ai présenté la fin d'Ebola. Alors le président a dit quelque chose et c'est pour ça que je vous en parle. Le président a dit, finalement, nos structures commencent à produire des résultats et je suis très content. Dr Samuel Roger Kamba a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec tous les partenaires impliqués dans la gratuité de la maternité pour améliorer, dans le cadre de la couverture santé universelle, le système de santé en veillant à ce que chaque femme et chaque enfant puissent bénéficier des soins nécessaires. Est-ce que les ressources humaines que nous avons eues jusqu'à présent nous ont permis d'au moins de faire ce qu'on devait faire, notamment la gratuité de la maternité? Quels sont les autres défis, quelles sont les autres contraintes que nous allons avoir par rapport à ça? Peut-être que certains d'entre vous savent qu'on va introduire Étoile Bleue. Étoile Bleue, c'est le système d'urgence que nous allons introduire, qui va commencer en janvier, pour lequel on a déjà commandé tous les équipements, c'est-à-dire les équipements motorisés, les motos, les ambulances, enfin tout le paquet nécessaire aux soins d'urgence. Tout ça, on a déjà commandé. Tous veulent évaluer l'accessibilité et la qualité des soins et identifier le défi rencontré malgré les avancées. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, parle de l'importance de la gratuité des soins pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Et lors de la première édition des conférences annuelles du service public, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était exprimé. On écoute le président de la République. Regarde. C'est pour moi un motif de profonde satisfaction de prendre la parole à l'ouverture de la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la refondation et de l'amélioration de la qualité des services publics l'un des axes les plus structurants de mon action. Au début de ce second quinquennat, j'ai pris devant la nation un engagement explicite qu'aucune Congolaise et aucun Congolais, où qu'ils vivent sur notre territoire, ne soit privé de services publics dignes de ce nom, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de la fiscalité ou de l'administration territoriale. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Et le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, a ouvert les travaux de la conférence annuelle de la formation professionnelle. Il était avec Eric Kabamba. C'est parti pour 5 jours d'échange autour des réformes de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Responsables provinciaux et cadres de l'administration centrale sont réunis pour s'approprier la politique nationale de la formation professionnelle récemment validée. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État Marc Kilali Kombo a rappelé l'importance de cette politique qui constitue désormais le cadre de référence pour l'organisation et la planification
des actions dans les secteurs. D'abord, d'entrée de jeu, remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui donne un coup de pouce sans équivoque au ministère de la formation professionnelle, et vous le constatez de plus en plus. J'espère qu'au sortir d'ici, nous allons sortir avec un ministère de la formation professionnelle. Je n'ai besoin ni de recommandations, ni de résolutions. J'ai besoin des actions. Avec l'appui de l'Agence belge de coopération ENABEL, cette conférence vise à outiller les relais provinciaux pour une application uniforme de réformes sur l'ensemble du territoire. Les travaux se poursuivront jusqu'au vendredi 19 décembre avec à la clé une feuille de route pour l'harmonisation des efforts à travers le pays. Passation de pouvoir à la tête de l'UNICIC, le comité Kamba-Boatia a officiellement remis les rênes à la nouvelle équipe dirigée par Espérance Baïdila au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et d'engagement académique. Erutiski Toutou. Une première dans l'histoire de l'Université de sciences de l'information et de la communication depuis sa création en 1973 qu'une femme soit à la tête du comité de gestion. Espérance Baïdila Bakanda, nommée recteur, la cérémonie de remise reprise entre le comité sortant et entrant a été présidée par le conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation. Ekolo Adiaka. Je déclare officiellement effectuée la remise et reprise du comité de gestion de l'Université des sciences de l'information et de la communication de votre aimable. Au nom du comité, la rectrice a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour cette nomination. Vous savez, quand vous avez un bon ministre au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, c'est qu'elle a été choisie par quelqu'un de bien, qui est le président de la République. Elle l'appelle grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Il est le champion de la masculinité positive. Il croit aux femmes. Et je crois que c'est dans cette lancée que notre nomination a eu lieu. Je dis merci à toute la communauté de l'IFASIC, de l'UNICIC. Notre maison, notre alma mater. Une femme au rectorat de l'UNICIC intervient dans un contexte où l'établissement a au fil des années formé de nombreuses femmes ayant accédé à des fonctions publiques et politiques ainsi qu'à des postes de responsabilité au sein des entreprises de l'État. Le COREF outille les cadres publics à la nouvelle gouvernance budgétaire. À l'École nationale des finances, une formation est lancée pour mieux maîtriser les mécanismes de déconcentration de l'ordonnancement. L'idée avec Rikin Zuziloya Mayouel. Dans le cadre de la réforme des finances publiques en RDC, le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF vient de lancer une formation des utilisateurs du logiciel de la chaîne des dépenses, s'inscrivant ainsi dans le processus de déconcentration de l'ordonnancement. Cette initiative vise à renforcer les compétences financières et budgétaires des agents issus des ministères sectoriels, acteurs clés de l'exécution de la dépense publique. Mise en œuvre sous l'impulsion du ministre des Finances Doudou Fwamba, cette formation constitue l'une des actions majeures destinées à moderniser la gestion budgétaire de l'État. Godefroy Misenga. Lorsque le gouvernement a adopté la loi relative aux finances publiques en 2011, l'option qui était levée était celle, il fallait faire des ministres sectoriels les ordonnateurs de leurs dépenses, c'est que leur donner le pouvoir d'engager, de liquider et d'ordonnancer la dépense publique. C'est eux qui doivent exercer la fonction budgétaire. On doit capaciter le cadre et agent de ce ministère. La formation se déroule à l'École nationale des finances NF, institution publique dont la mission est d'assurer la formation initiale et continue, le recyclage et le perfectionnement des cadres et agents de l'État, a renseigné sa directrice générale, Yvette Barachichwa Chabani Mwangou. À travers cette session, le gouvernement congolais poursuit la modernisation de la gestion des finances publiques au service d'une gouvernance plus efficace et responsable.
Une usine agroalimentaire va bientôt sortir de terre dans la cité sainte d'Nkamba, dans le Congo central. La première pierre de construction a été posée samedi dernier par le ministre de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, en présence du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani et des nombreux fidèles kimbanguistes, Monique Mavungu et Jir Kabamba. Nkamba, berceau spirituel du kimbanguisme, foi et développement s'unissent autour d'un projet porteur d'espoir. C'est devant une assistance composée de fidèles, des cadres du mouvement kimbanguiste et d'invités des marques que le plan de travail d'une future usine agroalimentaire a été dévoilé par le conseiller général de la chorale des dirigeants. Les 5 phases de ce projet sont modulées de la telle sorte. Nous avons derrière nous l'espace qu'on a eu à aménager de 10 184 mètres carrés où sera érigé un bureau administratif. En sus, on aura 5 hangars sur le long terme. Objectif, transformer localement les produits agricoles, créer des emplois et booster l'économie locale. Aujourd'hui, cette usine incarne cette vision en offrant non seulement des opportunités économiques, mais aussi en renforçant notre engagement envers la justice sociale et le progrès humain. Présent à cette cérémonie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, a salué cette initiative citoyenne et a promis l'appui du gouvernement avant de procéder au dévoilement de la maquette et à la pose symbolique de la première pierre. Voici une église dont la mission principale, naturelle, est de prier, de prêcher l'évangile, mais qui va jusqu'à industrialiser son milieu. Il faudra que le gouvernement reconnaisse ce que vous avez fait et vous apporte un appui. Cette initiative ambitieuse est portée par les choristes de la chorale des dirigeants, déterminés à contribuer activement à l'essor local. Avant cette étape, le ministre Justin Kalumba avait été reçu en audience par le père spirituel Simon Kimbangu Kiangani, qui avait à ses côtés son conseiller en charge du développement et économie, André Mbenza. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kibondoué et à Kabindoula, dans la ville d'Ouvira et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi et Dichala sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Gudul Boleilunga était à la coordination. Chimène Dondo et André Njekal ont réalisé pour vous au mixeur son Ernest Bolikoukou. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h Robert Ndaye, demain 7h Serge Merlin Mata, 20h Anita Luamboa. Moi je vous reviens très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. À l'ère du numérique, la communication